Bienvenue sur ce webinaire, quatrième webinaire OALR, sur une introduction aux données de la recherche. Donc moi je suis Annabelle Filâtre, responsable IST à Comparitech Montpellier. Je vais m'occuper de la première partie du webinaire et ma collègue Anka Hansens, responsable IST à l'IRD de Montpellier, va s'occuper de la deuxième partie. Alors, dans un premier temps, petit point technique préalable. Alors la première chose, c'est qu'évidemment on a un petit souci technique et donc je ne vois pas en fait les slides qui sont à l'écran, et donc pour les voir je suis obligée de me décaler. Donc vous me verrez régulièrement décaler d'une machine à l'autre, c'est pas très agréable, donc je vous propose de vous concentrer sur les slides, hein. Voilà, ça sera sans doute plus agréable pour vous. Donc les points techniques, je les ai déjà dit un petit peu avant, je les rappelle. Pensez à couper vos micros, à ouvrir un minimum d'applications pour avoir une meilleure qualité de connexion, de choisir si possible une connexion filaire. Mettez vos noms et prénoms dans le chat pour signaler votre présence. Vous ne m'entendez pas. Est-ce que, voilà, on a des petits messages dans le chat, j'espère que ça va mieux. Et vous pouvez poser toutes les questions via le chat, il y a certaines personnes qui ont déjà commencé. Soit on y répond pendant des plages de questions qu'on a prévues pendant le webinaire, soit on y répondra plus tard sur le site OALR. Je vous propose donc de commencer. Donc, cette introduction aux données de la recherche va se décomposer en deux parties. Une partie qui concerne tous les contours et contextes, donc des définitions, des enjeux politiques et du cadre juridique. Et puis une deuxième partie faite par Anka, qui sera plus une partie pratique sur la recherche, la gestion et la publication des données. Tout d'abord, les définitions. Donc, on s'accorde à donner comme définition des données de la recherche la définition de l'OCDE en 2006, qui donc explique que les données de la recherche sont des enregistrements factuels utilisés comme source principale pour la recherche scientifique, et insiste sur le fait qu'elles sont nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Un peu plus loin, la Royal Society de Londres donne comme définition des données de la recherche des informations qualitatives ou quantitatives qui sont factuelles, et ces données qui peuvent être brutes ou primaires ou dérivées de données primaires, mais insiste sur le fait que ce ne sont pas encore le produit d'analyse ou d'interprétation. Maintenant, voyons une première typologie des données de la recherche. La Commission européenne, dans le cadre de Horizon 2020, définit deux types de données. Les données sous-jacentes, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires pour valider les résultats présentés dans des publications scientifiques. On inclut évidemment les métadonnées. Et un deuxième type de données qui sont toutes les autres données, par exemple celles qui sont conservées, mais qui ne sont pas directement liées à une publication, en précisant encore une fois l'importance d'y associer les métadonnées. Deuxième typologie possible par méthode d'obtention. Et là, on a quatre types de données. Les données d'observation ou d'enquête, par exemple, les carnets de terrain en font partie. Des données de simulation, tout ce qui est modélisation, par exemple. Des données expérimentales, les échantillons, des photomicroscopes. Et puis les données dérivées, qui sont des fichiers de données, des documents textes ou encore des feuilles de calcul. Chose importante aussi pour comprendre les contours des données de la recherche, c'est le cycle de vie de la donnée. Il y a 4 temps dans ce cycle de vie de la donnée. Le premier temps, c'est le temps de la création, de la collecte. Donc là, il y a tout ce qui concerne les données brutes, les données sources ou encore les données recueillies. Deuxième temps, le traitement et l'analyse. Donc là, ce sont vraiment les données qui sont traitées, analysées et enrichies. Troisième temps, les données de conservation. Donc là, il est question des données déposées, publiées ou archivées. Et dernier temps, le temps de l'accès et de la réutilisation, où là, on axe vraiment sur les données qui sont partagées, sur le partage des données. Précisons maintenant ce qui ne relève pas des données de la recherche. Selon l'OCDE, ce qui ne relève pas des données de la recherche, ce sont d'abord les documents non achevés. Par exemple, les carnets de laboratoire font partie des documents non achevés. Les objets matériels, par exemple, les souches bactériennes ou encore les microscopes ne font pas partie des données de la recherche. Les productions scientifiques, bien évidemment, ne font pas partie, et les données administratives qui ne sont pas intégrées dans un corpus de recherche. Dans le cadre des définitions, un autre concept que l'on rencontre souvent, c'est le jeu de données, ou dataset en anglais. Il s'agit donc de l'agrégation de données qui sont rassemblées pour former un ensemble cohérent.
c'est une unité de dépôt dans un entrepôt. On y attache à ce niveau-là un DOI. Et ce jeu de données est évidemment accompagné de ces métadonnées. Deuxième point dans cette première grande partie, quels sont les enjeux de l'ouverture des données de la recherche? Alors évidemment, un premier enjeu, c'est l'enjeu scientifique. Il s'agit de répondre à des défis complexes qui supposent évidemment transdisciplinarité, collaboration avec les équipes, entre les équipes, ouverture, etc. Deuxième défi scientifique, il s'agit d'accroître la visibilité, l'utilisation et l'impact de la recherche au sein et en dehors de la communauté scientifique. Il s'agit aussi de faire évoluer le système de l'édition scientifique en permettant d'une part aux chercheurs de se réapproprier la diffusion de leur production scientifique et enfin d'éviter la perte de données. Je vais y revenir sur la slide d'après. Deuxième type d'enjeu, les enjeux économiques, car la donnée a une vraie valeur économique. Il s'agit d'abord de satisfaire aux conditions de financement des bailleurs et de justifier de l'utilisation des fonds publics. Il s'agit d'assurer la continuité de la recherche en permettant la réutilisation des données. Et puis, il s'agit aussi de gérer tout ce qui est le big data, donc cette masse de données numériques produites et rendues accessibles, ces grandes masses de données dont les entreprises, auxquelles les entreprises s'intéressent et investissent massivement. La data science, ensuite, qui se développe pour générer automatiquement de nouvelles connaissances en exploitant ces grandes masses de données. Enfin, les enjeux sociétaux, évidemment, assurer la sécurité des données de la recherche et leur archivage à long terme, de prendre en compte la nécessité de l'interopérabilité de ces données, de favoriser la participation des citoyens et de la société civile, et puis, évidemment, d'accroître la transparence du processus scientifique, toujours dans un souci d'augmenter la confiance dans la recherche. Alors, je reviens sur deux contextes qui nous semblaient importants. Le premier, c'est le contexte scientifique, la perte de données. Effectivement, on s'aperçoit que 20 ans après publication, 80% des données scientifiques sont perdues. Elles sont perdues d'abord liées à de la défaillance du matériel, donc destruction des supports, virus ou obsolescence. Elles sont liées aussi à des problèmes de lieux de stockage qui n'ont pas été définis et qui ne sont pas connus, et puis à des erreurs humaines ou des départs de personnel, retraite, mutation le plus souvent. Les conséquences, évidemment, une perte de temps et d'argent et donc de fonds publics. Il est impossible de vérifier les résultats. Il n'y a pas de comparaison des résultats dans le temps ou dans l'espace et pas de réutilisation par d'autres publics et ou pour d'autres fins. Deuxième contexte scientifique sur lequel on voulait insister un petit peu, c'est la reproductibilité de la science. Cette crise de la reproductibilité de la science, des scandales, des rétractations d'articles, on connaît tous ce contexte, justifie la bonne gestion des données de la recherche. En 2016, Nature a publié une enquête où 1500 chercheurs ont été interrogés. Et dans cette étude, révèle que 70% des chercheurs ne peuvent pas reproduire les expériences d'autres chercheurs. Et pour la moitié d'entre eux, ils ne peuvent même pas reproduire leurs propres expériences. Donc, ce manque de mise à disposition de données et de documentation autour des données crée ce problème de reproductibilité de la science. Maintenant, en termes de contexte international, ce contexte promeut l'avènement de la science ouverte en accélérant clairement le rythme de l'ouverture des données. Alors, je ne vais pas revenir sur les dates clés de l'open data et de l'open access, vous les avez sur la slide qui vous est présentée. Je m'attarde un petit peu sur les dates clés de l'open science. Donc, d'abord, le contexte européen qui a commencé avec Horizon 2020, 2013, les projets pilotes, pardon, pas tous les projets pilotes, donc certains projets étaient obligatoirement accompagnés d'un plan de gestion de données, et 2016, ça a été généralisé à l'ensemble des projets Horizon 2020. Dans le contexte français, 2016, la loi pour une république numérique qui amorce clairement l'ouverture des données, le fait de les gérer et de les ouvrir. Le plan national pour la science ouverte, donc 2018, qui rend obligatoire l'accès ouvert pour les publications et pour les données issues de recherches financées sur projet. Enfin, 2019, dans le cadre de sa politique science ouverte, l'Agence nationale, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, participe à l'alignement européen
et internationale en faveur de la structuration et de l'ouverture des données de la recherche. Deux focus. Focus sur le plan national pour la science ouverte, donc annoncé par Frédéric Vidal en juillet 2018, propose 3 axes. La généralisation de l'accès ouvert aux publications, l'inscription dans une dynamique durable européenne et internationale, mais l'axe qui nous intéresse particulièrement, c'est l'axe 2, qui traite de la structure et de l'ouverture des données de la recherche. Ce qui est intéressant dans ce deuxième axe, ce sont les mesures qui doivent être prises. La première, c'est l'obligation de la diffusion ouverte des données. La deuxième, c'est la création de la fonction d'administrateur des données par établissement. Et la troisième, l'importance des données ouvertes qui doivent être associées aux articles scientifiques. C'est dans ce cadre que de plus en plus d'organismes mettent en place des actions concernant les données. On peut parler du CIRAD ou de l'IRD ou encore de l'INRA, pour n'en citer que quelques-uns. Ce plan national stipule également la généralisation de la mise en place des plans de gestion de données dans les appels à projets de recherche. Deuxième focus, la politique science ouverte de l'ANR. Donc évidemment, elle a été initiée dès 2013 et à partir de 2019, elle s'inscrit pleinement dans le cadre du plan national pour la science ouverte. Elle-même, 3 objectifs: favoriser le libre accès aux publications, contribuer à l'ouverture des données quand cela est possible, et surtout, elle demande l'élaboration d'un plan de gestion de données pour les projets financés à partir de 2019. Nous abordons le 3e point de cette première grande partie de contextualisation, qui est le cadre juridique français. Alors, il est important de comprendre 2 choses. La première, c'est que d'une manière générale, les données sont réputées de libre parcours, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième, c'est que ces données issues de la recherche sont considérées comme des documents administratifs, si elles sont produites dans le cadre d'une mission de service public ou majoritairement par des fonds publics. Elles sont donc communicables à la demande, sauf exception légale, à partir du moment où elles sont achevées. Et depuis la loi pour une république numérique, elles sont même soumises à un principe d'ouverture par défaut. Ces données publiques doivent donc être diffusées gratuitement et librement. Alors évidemment, ça ce sont les principes, et puis après il y a les exceptions. Il y a 2 grandes exceptions: les publications sous condition et les publications interdites que nous allons voir juste après. Donc les publications sous condition, il est important, quand on veut gérer des données, de comprendre quelles sont les données qui vont être soumises à conditions préalables avant de les diffuser. Alors évidemment, les données personnelles ou les données sensibles, c'est le premier point. Les données protégées par le droit d'auteur, donc toutes les œuvres originales, les données qui impliquent des partenaires privés ou étrangers, les données concernant des ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées. Là, il faut se référer au protocole de Nagoya. Et puis, tout ce qui concerne la conservation de la biodiversité, et là, c'est le code de l'environnement qu'il faudra aller consulter. Dernière restriction, les zones à régime restrictif, donc qui concernent certains laboratoires. Ensuite, les exceptions où la publication là est carrément interdite. Il s'agit évidemment des données relatives à la sécurité publique, à la sûreté de l'État et à la sécurité des établissements, des biens des personnes, le secret professionnel et le secret défense. Lorsque l'on veut en France diffuser des données, un décret est paru en 2017 qui propose 2 types de licences que l'on peut apposer sur les données de la recherche. La première licence, c'est la licence ODBL, qui à la base a été créée pour poser des licences sur les bases de données, mais qui s'étend aussi aux données de la recherche. C'est un premier type de licence que l'on peut poser. Deuxième type, la licence ouverte d'État Lab, qui elle est vraiment franco-française et qui propose un deuxième type de licence. Assez généralement et internationalement, on voit régulièrement des licences Creative Commons, mais qui ne font pas partie de ce décret, mais qui sont assez souvent utilisées. Si vous voulez les comprendre et les choisir, vous avez des liens dans les slides. Voilà. Moi, pour cette première partie, j'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Je me tourne vers Anka qui modère. Alors, nous avons une question d'Isabelle sur comment partager les données conformément au cadre légal et sur les points d'attention particuliers à apporter lors de ce partage de données. Je pense qu'on
il y a pas mal répondu dans les slides sur le cadre légal, mais si Isabelle veut préciser sa question, ben, je suis au bout de la modération pour qu'on puisse y répondre. Sinon, nous avons une question, mais qui est un petit peu hors sujet, sur la publication en open access. Donc, je demande à la personne qui l'a posée, qui s'appelle Avalon, de bien vouloir aller regarder sur le site deux autres webinaires qui ont déjà eu lieu. L'un sur l'introduction à l'open access et l'autre sur les droits et devoirs du chercheur. Voilà, l'autre question que j'ai eue pour l'instant, c'est plus sur la deuxième partie, donc tu me la poseras tout à l'heure. Mais pour l'instant, ben, n'hésitez pas hein, à poser des questions si vous en avez d'autres. Et sinon, ben, on va faire un échange de place. Alors, je vérifie sur la caméra que je suis bien dans le cadre, parce qu'on n'a pas tout à fait la même taille. Encore faut-il que j'y arrive. Bon. Ah, bon, c'est bon. Je suis dans le cadre. On fait défiler les slides. Ne vous impatientez pas. Donc, bonjour à tous et à toutes, hein, en attendant. Donc, on est passé... Pardon. Il y a une question sur les cahiers de laboratoire. Pourquoi ils ne sont pas considérés comme des données? En fait, les cahiers de laboratoire sont... Excusez-moi, je tourne vers ma collègue, mais donc du coup, je vais plutôt regarder la caméra. Les carnets de laboratoire sont considérés comme des documents non achevés. Et c'est la raison pour laquelle ils sont écartés des données de la recherche. Toutefois, il y a une grande partie des carnets de laboratoire qui pourront être repris, vous le verrez après, dans les plans de gestion de données. Donc, ce sera dans la deuxième partie qu'on parlera, qu'on pourra parler de ça éventuellement. On a une personne qui dit qu'on va un peu vite, donc il faut prendre un peu plus son temps si tu peux. D'accord. Bon, désolé, c'est le stress. Donc, après cette première partie qui était vraiment une partie de définition et de contextualisation, on va passer à une partie un peu plus pratique. Donc, pratique de deux côtés. Pratique en tant pratique en tant qu'utilisateur pour ce qui est de la recherche et de l'utilisation des données, et pratique du côté des producteurs ou de l'appui à la production, de l'appui aux chercheurs, pour ce qui est de la gestion des données et de la publication des données. Donc ces trois sous-parties, recherche et utilisation, gestion et publication, feront l'objet ultérieurement de webinaires qui bien sûr s'étendront beaucoup plus sur le sujet. Là, on est dans une introduction, donc on va faire du teasing pour vous donner envie de suivre les prochains webinaires. Je sais plus sur quoi il faut appuyer. Donc, première partie, je suis utilisateur, je recherche des données. Il y a bien sûr la méthode classique de rechercher des données en partant des publications. Donc, il y a souvent des liens vers les données à partir des publications, des articles scientifiques classiques. Il y en a aussi, et bien sûr toujours, à partir des articles particuliers que sont les data papers. Mais la façon la plus exhaustive de rechercher les données reste quand même d'aller les chercher là où elles devraient toujours être, c'est-à-dire dans les entrepôts. Alors que d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un entrepôt de données? Eh bien, c'est tout simplement un service en ligne qui permet de déposer, de décrire, de conserver et de partager des jeux de données. Ces entrepôts peuvent être de nombreux types. Ils peuvent être propriétaires ou ouverts public. Ils peuvent être généralistes ou sur une seule thématique. Mais donc on verra tout à l'heure comment déterminer quel entrepôt interroger. Mais leurs interfaces de recherche se ressemblent toutes un peu. Elles sont plus ou moins ergonomiques, mais vous allez retrouver les mêmes aides à la recherche qu'on peut trouver dans des bases de données ou des catalogues, c'est-à-dire
des filtres, des facettes, un moteur de recherche, etc. Alors, sauf si vous connaissez déjà dans quel entrepôt vous voulez rechercher, pour savoir où rechercher des données, on peut utiliser des outils qui sont les répertoires et les annuaires, qui vont classer les entrepôts de recherche selon des critères géographiques, thématiques ou autres. Et il y a plusieurs types d'annuaires. Il y a des annuaires multidisciplinaires et il y a aussi des annuaires spécialisés qui vont répertorier des entrepôts uniquement dans un type de thématique, par exemple en biomédecine. Il y a des annuaires mixtes qui sont des annuaires qui vont répertorier à la fois des archives ouvertes et des entrepôts de données. Et il y a des annuaires qui sont aussi des entreprises de certification qui ne vont répertorier que les entrepôts qu'ils ont certifiés, donc gage de qualité tout de même. Ensuite, deuxième outil qui peut servir à rechercher des données, ce sont bien sûr les moteurs de recherche de données. Il y en a plusieurs, vous les voyez affichés sur cette diapo. Comme vous le voyez, c'est encore un peu le début des moteurs de recherche de données, puisque la moitié d'entre eux sont encore en version bêta. L'intérêt des moteurs de recherche, vous le connaissez bien, hein, c'est le fait en une seule recherche de poser sa question sur des centaines, voire des milliers d'entrepôts et d'interroger tout type de données, de tout domaine confondu. Bon, une fois qu'on a trouvé un ou des jeux de données qui semblent intéressants et qu'on voudrait utiliser, que peut-on en faire? On a vu tout à l'heure dans le cadre légal que théoriquement, les données sont de libre parcours, donc normalement devraient être utilisables. De même, si on sait que ces données ont été produites par la recherche publique européenne, normalement, elles devraient être librement réutilisables aussi, mais vous avez vu aussi tout à l'heure qu'il y avait toutes sortes d'exceptions. Et donc, en fait, quand on voit une licence sur un jeu de données, c'est plutôt un soulagement, même si ça peut être une restriction de droit d'utilisation, parce qu'on sait ce qu'on peut faire avec ce jeu de données. D'ailleurs, les entrepôts, en général, préconisent un certain nombre de jeux de données, un certain nombre de licences d'utilisation, et du coup, il y a une licence, s'il y a entrepôt, il y a licence en général. Bon, s'il se trouve qu'il n'y ait pas de licence associée à un jeu de données, le mieux, c'est quand même de contacter le titulaire des droits. Bon, dans les entrepôts, il y a toujours un contact avec un email pour demander si on peut faire telle ou telle chose avec les données qui sont partagées. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la licence, excepté la licence CC0, donc Creative Commons la plus ouverte, on doit toujours citer un jeu de données, de même qu'on doit citer une publication. Si on l'utilise, on cite les données qu'on va utiliser. Alors comment est-ce qu'on peut les citer? Il y a un format minimal de citation qui a été proposé par DataCite, l'organisme qui donne les DOI, et qui comporte 5 éléments: auteur, année, titre, éditeur et identifiant. À ce format minimal, on peut ajouter 2 autres éléments qui sont la version et le type de ressource. Pour la mise en forme de cette citation, il y a un outil en ligne qui est aussi développé par DataCite, qui est le DOI Citation Formatter, qui vous permet de mettre en forme donc, cette citation selon 500 formats différents à peu près, pour pouvoir le citer dans votre bibliographie. Et bien là, on change de partie. On va passer du côté producteur, et en particulier dans la partie gestion des données. Alors, vous voyez sur cette slide, en bas de la slide, il y avait le déroulé d'un projet de recherche qui, de façon traditionnelle, définissait les méthodes, ensuite générer la création d'un certain nombre de données, puis les analyser. C'est à ce niveau-là qu'avait lieu la publication. Et puis, à la fin du projet,
les données étaient rangées dans un coin d'ordinateur et vous en avez vu tout à l'heure que du coup, elles étaient en danger puisque au bout d'un certain nombre d'années, il y avait grand risque de disparition de ces données. Du coup, la pratique de gestion préconisée, la nouvelle pratique de gestion préconisée des données, c'est qu'au début du projet, donc au niveau de la conception du projet, il y a rédaction d'un plan de gestion de données qui va détailler toutes les étapes de la vie des données et en particulier leur devenir à la fin du projet. Et par ailleurs, dès le moment de l'acquisition de données, on peut commencer déjà à décrire ces données et à les déposer, même si on ne les partage pas tout de suite, dans un entrepôt pour permettre la conservation et puis à la fin du projet, éventuellement, si on le décide, l'ouverture plus ou moins grande de ces données vers l'extérieur. Ce partage générant évidemment derrière de nouvelles recherches, de nouvelles publications et donc de nouvelles citations pour l'ensemble des productions du projet de recherche. Alors, on a parlé du plan de gestion de données, je bafouille, qu'on dit aussi PGD ou en anglais Data Management Plan ou DMP. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'un document formalisé de type formulaire qui va lister toute une série de questions à se poser à toutes les étapes du cycle de vie des données et donc à commencer le plus tôt possible dans le projet. Pourquoi? Pour tout simplement mettre en place les bonnes pratiques de gestion de données pendant le projet et pour avoir des données qui seront plus fiables, plus compréhensibles, plus disponibles tout au long du projet et éventuellement, si elles le méritent, préservées ensuite à long terme et partagées pour une utilisation future. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait des dizaines de modèles de plans de gestion de données qui sont proposés par divers acteurs de la recherche. Mais en fait, pas de panique, ce sont toujours les mêmes rubriques qui sont demandées, les mêmes questions qui sont posées. On va les lister là. La première partie, c'est toujours la description du projet de recherche lui-même, celui qui va générer les données en question. Deuxième partie, un inventaire le plus exhaustif possible de toutes les données qui seront utilisées ou produites durant le projet, avec une description minimale au départ, puis de plus en plus précise avec le temps, de ces données, de ces jeux de données en particulier. Une partie sur la documentation, c'est-à-dire pas la documentation elle-même sur les données, mais quel type de documentation seront jointes aux données pendant et à la fin du projet. Une partie sur la sauvegarde et la sécurité pendant le projet, c'est-à-dire comment les données seront préservées, copiées, etc. Et puis aussi préservées au niveau du versionning, du nommage pour éviter les écrasements etc. Et aussi tout ce qui est accès aux données pendant le projet. Une partie sur le droit et l'éthique. L'éthique, ça va dépendre beaucoup du type de données. Bien sûr, des données de santé, par exemple, il y aura une partie éthique importante à remplir. Si c'est de la géologie, ce sera quand même beaucoup moins important. Par contre, au niveau du droit, il y a toujours des questions à se poser sur la propriété des données, les licences qui seront à poser, etc. Une partie sur la conservation. Pourquoi une partie à part sur la conservation? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une partie seulement des données qu'on peut estimer valoir le coût de conserver à long terme. Il y a toujours un coût à cette conservation. Et de même, une partie sur le partage. Pareil, ce n'est pas obligatoirement la totalité des données qu'on va ensuite partager. Une fois qu'on a rempli toutes ces parties, on va pouvoir avoir une vision globale qui va permettre de savoir quelles sont les ressources qui seront nécessaires pour bien gérer ces données et pour les partager si on a décidé d'en partager une partie. Ces ressources, ça peut être des ressources matérielles, financières, humaines, et elles peuvent donner lieu à une demande de budget dans le cadre du projet.
Deuxième chose importante à savoir, c'est que le PGD est évolutif. On ne l'écrit pas une fois pour toutes au début du projet. Il va être mis à jour tout au long du projet et va obligatoirement avoir des versions successives au fur et à mesure de l'évolution. Il y a certains bailleurs de fonds comme H2020 qui demandent un nombre de versions minimum de plan de gestion de données. 3 dans le cas de H2020, mais il n'y a pas de maximum. On peut en faire autant qu'on veut dès qu'il y a une modification importante sur les données ou sur, sur leur gestion. Enfin, troisième chose, on ne rédige pas son plan de gestion de données tout seul sur un coin de table. C'est évidemment un travail de groupe. Toutes les personnes qui sont impliquées dans la gestion des données vont se trouver aussi impliquées dans la rédaction ou au minimum dans la relecture du plan de gestion de données. Donc, il y aura bien sûr les scientifiques qui sont les mieux à même de décrire leurs propres données, mais il va y avoir éventuellement un ingénieur données qui sera recruté par le projet, et il va y avoir les informaticiens, les spécialistes de l'IST, de l'information scientifique et technique, les archivistes, les juristes, les chargés de valorisation, tous ces personnels qui font partie des diverses tutelles du projet sont de mieux en mieux formés et sont à même de conseiller et de rédiger, de proposer une rédaction sur telle ou telle partie du plan de gestion de données. On arrive à la diffusion, à la publication des données. Donc, comme j'ai déjà commencé à le dire, toutes les données ne sont pas obligatoirement publiées. Il y a une phrase dont il faut se rappeler, c'est le « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire ». Si des données ne peuvent pas ou ne doivent pas être partagées, ou ne peuvent pas ou ne doivent pas être partagées tout de suite, il faut mettre un embargo de tant de mois ou tant d'années sur la publication des données, il n'y a aucun souci, il suffit d'expliquer pourquoi et ça passe très bien. Mais si on décide donc de diffuser telle ou telle partie de ces données, il faut le faire dans le respect de principes qui sont universellement, enfin en tout cas européennement reconnus, qui sont les principes FAIR. FAIR, F-A-I-R, traduit en français par facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Donc il y a toute une série de mesures qu'on peut prendre pour rendre ces données FAIR. Et donc, en particulier, par exemple, pour le facile à trouver, leur attribuer des identifiants pérennes, un identifiant pérenne, bien les décrire dans des métadonnées. Pour ce qui est de l'accessibilité, faire en sorte que l'accès reste pérenne dans le temps et avoir l'accord de tous les producteurs. Pour ce qui est de l'interopérabilité, tout ce qui est format bien sûr ouvert, vocabulaire partagé, standard de métadonnées participe à l'interopérabilité. Et enfin, la réutilisation, elle est précisée par les licences, bien sûr. Un des meilleurs moyens de rendre ces données FAIR, c'est de les déposer dans un entrepôt de données. En effet, les données qui sont déposées en matériel supplémentaire à un article sont beaucoup moins faciles à trouver et beaucoup moins facilement réutilisables. Donc, reste à choisir son entrepôt de données. On va utiliser les mêmes outils qu'on a utilisés pour rechercher les données, c'est-à-dire les répertoires et les annuaires. Et une fois qu'on a sélectionné un certain nombre d'entrepôts, on va aller les parcourir pour voir quelles sont les caractéristiques, les fonctionnalités, les limites de ces entrepôts et qu'est-ce qui est le plus important pour soi. Est-ce que c'est la pérennité de l'entrepôt? Est-ce que c'est la facilité de recherche? Est-ce que c'est l'attribution d'un DOI ou le volume maximal de données autorisées? Je vous laisse parcourir tous ces critères pour déterminer ce qui importe pour vous et voir si les entrepôts respectent ou pas ces critères importants. Un autre moyen de valoriser ces données et de les partager, c'est de rédiger un data paper, donc un type particulier d'article pour décrire le jeu de données que vous avez déposé dans un entrepôt. Alors, comment est-ce qu'on le décrit dans un data paper? Le data paper, d'abord, première chose, c'est un article scientifique avec un comité de lecture, avec des instructions aux auteurs, mais pas avec le même plan que les articles scientifiques dont on a le plus l'habitude.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de discussion. Il y a juste entre guillemets, mais enfin juste la description du jeu de données, d'un jeu de données, le détail des méthodes d'obtention pour permettre de reproduire l'étude et bien sûr pour montrer la rigueur scientifique, la qualité de la recherche. Et enfin, une description du potentiel de réutilisation des données, c'est-à-dire l'originalité du jeu de données et pour qui et pourquoi elle pourrait être utile dans le futur. Et enfin, bien sûr, un lien vers les données où elles sont. C'est du coup un type de publication qui est accessible à un certain nombre d'auteurs qui sont rarement auteurs en premier auteur, comme les ingénieurs justement. Alors, on a vu que le partage des données, la gestion des données, ce sont des injonctions, des incitations, des recommandations, des obligations qui sont promulguées, données par différents acteurs de la recherche, comme les bailleurs, les politiques, les éditeurs, les établissements. Donc, pression supplémentaire sur le pauvre chercheur de base, mais qui peut en retirer aussi beaucoup d'avantages. Et c'est ça sur quoi on voulait terminer cette partie, c'est sur le fait que ça va mieux gérer et mieux partager ces données, vont augmenter la visibilité et les citations des travaux des chercheurs, et va lui permettre d'étendre son réseau et de mettre en place de nouvelles collaborations, améliorer sa réputation et renforcer ses possibilités d'obtenir des financements. C'est pourquoi il nous semble important de lever les freins à l'ouverture des données, des freins qui sont nombreux, et le plus important d'entre eux, à chaque formation en présentiel, on en entend au moins une fois, c'est le sentiment de dépossession. Ces données sont à moi, comme dit le chercheur sur sa trottoir dans le dessin de cette slide. En fait, non. Les données de la recherche ne sont pas la propriété du chercheur, puisqu'on a vu qu'elles étaient de libre parcours et qu'elles ne relevaient pas de la propriété intellectuelle. Et de la même façon que publier un article, malgré les risques potentiels de plagiat, permet d'affirmer sa paternité sur une recherche, de la même façon, publier ces données, obtenir un DOI, etc., permet de publier aussi, de marquer la paternité sur des données. Ensuite, autre réticence, c'est compliqué. Certes, c'est compliqué surtout quand on n'a jamais fait ça, mais il y a énormément d'aides en ligne, énormément de standards, de modèles, de sites de référence, et comme je le disais aussi tout à l'heure, les services d'appui qui sont de mieux en mieux à même d'aider les chercheurs. Troisième réticence, c'est cher. C'est cher, oui, c'est cher surtout en ressources humaines, mais on a vu que ces ressources nécessaires à la bonne gestion et au partage des données peuvent être financées dans le cadre des projets de recherche. Enfin, dernière chose, c'est risqué, oui, il y a des contraintes juridiques, mais il y a des sites qui vous permettent de vous alerter sur les données éventuellement problématiques. Et puis, comme je disais toujours, les services d'appui juridique, maintenant les personnes chargées des données dans chacun des organismes qui sont là aussi pour lever les doutes éventuels. Donc, vous avez dans cette slide toute une série de sites qui nous ont permis de rédiger cette introduction et d'alimenter nos connaissances. Je vous engage maintenant à aller les parcourir, à les utiliser et bien sûr à les citer. Et comme le temps passe, je vais vous remercier tous et toutes pour votre attention et vous demander si vous avez des questions. Alors oui, il y en a une première. Que veut dire versionning? Alors le versionning, c'est tout simplement le fait de nommer de façon claire les différentes versions d'un document. Alors c'est très important quand on fait de la sauvegarde. On garde en général plusieurs versions d'un même document successives.
au cas où il y ait eu un problème dans une version, qu'on puisse retourner à une ou plusieurs versions avant. Bon, c'est quelque chose qui se fait de façon très classique en informatique. Hein. La sauvegarde de vos serveurs, elle est faite comme ça. On conserve plusieurs versions successives. Mais il faut aussi que le nom de ces versions soit explicite de façon à ce qu'on sache bien de quelle version, de quelle date il s'agit et qu'il n'y ait pas des ambiguïtés. Il y a une deuxième question. Où est déposé le data paper? Alors, il y a des journaux spécialisés dans les data papers et il y a sinon des parties de journaux qui font autre chose que des data papers, mais qui ont une rubrique data paper. Alors pour ça, il y a un site qui est très très bien, c'est le site Copies du CIRAD, qui répertorie un grand nombre de journaux qui publient des data papers. Et il y avait une dernière question à laquelle j'ai répondu directement sur le chat, mais je vais y répondre à l'oral aussi. L'ensemble, donc le support et la vidéo, seront déposés sur le site OALR dans quelques jours. Donc vous aurez accès au support et à la vidéo qui vient d'être produite. Et je crois qu'il y avait une question qui avait été posée tout au début, la numéro 2. Là, non, c'était... voilà, il y avait eu une question tout au début sur comment formaliser un plan de gestion de données dans un projet européen. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de modèles de plan de gestion de données et il y en a plusieurs. Il y en a un pour H2020, en français, en anglais, faire, non faire, enfin bon, bref. Il y en a même plusieurs pour H2020. Et il y en a aussi pour les autres types de projets européens. Et donc, une fois qu'on a choisi le modèle qu'il faut, on peut le remplir. Ces modèles sont proposés dans des outils en ligne qui peuvent servir à partager la rédaction et la relecture d'un plan de gestion de données. L'outil en France, c'est DMP Opidor, qui permet donc, une fois qu'on a choisi un plan de gestion de données, de le remplir de façon partagée. Il y a une deuxième question. Les PGD sont-ils publics, accessibles par tous? Alors ça, c'est un choix des personnes qui font un PGD. Et c'est un choix que je trouve excellent et que je vous engage tous à faire si jamais vous remplissez un plan de gestion de données. C'est une fois que, en particulier sur ces outils comme DMP Opidor, vous pouvez décider de le partager soit uniquement aux membres de votre organisme de recherche ou de votre université, soit de le rendre réellement public. Et à ce moment-là, il se retrouve dans la rubrique DMP public. Et donc, n'importe qui peut le lire. Vous allez voir que sur DMP Opidor, il y en a peu. Par contre, si vous allez sur d'autres outils anglophones qui existent depuis bien plus longtemps que DMP Opidor, comme DMP Tool ou DMP Online, vous verrez des dizaines de plans de gestion qui sont publics. Une autre façon de les publier, c'est d'en faire un data paper, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être reprises depuis le plan de gestion de données dans le data paper. Et enfin, vous pouvez aussi les joindre quand vous déposez vos données. Vous pouvez joindre votre plan de gestion de données comme une métadonnée, comme un fichier explicatif à vos données, parce que les métadonnées des entrepôts sont très légères, volontairement, pour ne pas faire peur, pour ne pas trop charger les personnes qui déposent les données, mais on peut joindre autant de fichiers complémentaires qu'on veut à son jeu de données, en particulier mettre son PGD. Il y a encore des questions? Oui. Un petit peu plus spécifiques. Les publications dans les data papers comptent-elles pour la qualification CNU? Alors, je ne sais pas trop ce qu'est la classification CNU. Qualification CNU. Je me renseignerai. Désolée. Je répondrai en ligne. Et la deuxième, le PGD est-il inclus dans la norme ISO 9001? Ouf, c'est pareil. Il y a un lien très clair entre qualité, enfin tout le processus qualité et le plan de gestion de données. C'est-à-dire que si vous êtes certifié qualité ou si vous suivez une norme, bien sûr, c'est le genre de choses à faire ressortir dans un plan de gestion de données dans la rubrique adéquate. Et puis, un plan de gestion de données est une preuve de qualité de la gestion des données.
Mais alors, je ne suis pas qualiticienne, donc la norme, je ne la connais pas non plus. Donc, Ces deux dernières questions, que ce soit pour la qualification CNU ou pour la norme ISO 9001, on vous propose de vérifier les réponses et de vous faire ces réponses sur le site. Voilà. Oui, il y en a encore. Il y en a encore, ben allons-y. Je les lis du coup en même temps. Dans le cas des données qui peuvent être rendues publiques, quels sont les moyens de les conserver de manière durable et pas dans un coin du disque dur? Eh bien, le meilleur moyen, comme je le disais tout à l'heure, c'est de déposer ces données dans un entrepôt de données. Alors, il faut savoir qu'il y a moyen de mettre des restrictions dans l'accès à des données sur un plan de gestion de données, sur un entrepôt de données, excusez-moi. Bien sûr, le but des entrepôts de données, c'est de partager, mais vous pouvez très bien mettre un embargo sur un jeu de données déposé, et vous pouvez aussi demander à ce que l'accès soit fait à la demande, c'est-à-dire qu'il y a un lien, les gens doivent demander et expliquer qu'est-ce qu'ils veulent en faire avant d'y avoir accès. Donc, il y a un engagement de préservation par les entrepôts de données. Et je crois que c'est le meilleur moyen de préserver ces données. Dernière question, a priori, où peut-on conserver les plans de gestion de données? A priori, DMP Opidor ne les conserve pas, en interrogation. Ne les conserve pas si on ne les met pas en DMP public. Si vous les mettez en plan de gestion de données accessible à tous, là, ils seront conservés. Je ne sais pas si DMP Opidor ne les conserve pas, parce que nous, on en a certains qui sont là depuis des années et qui sont toujours là. Donc, il faudrait préciser, ça aussi, on va se renseigner au bout de combien de temps. Mais en tout cas, ça fait au moins 3 ans qu'il y en a un qui n'est pas fini et il est toujours là. Donc, voilà, je précise que c'était un plan de gestion de données test pour une formation. Et donc, et puis sinon, ben, vous pouvez, donc, il y a dans les plans de gestion de données, dans les data papers, il y a des data papers qui sont liés avec un plan de gestion de données, donc c'est un moyen aussi de les préserver. C'est bon? Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces questions. Ça prouve que ça a intéressé. Vous aurez bientôt, dans quelques jours, en ligne, à la fois le support avec la réponse aux questions qu'on n'a pas su faire immédiatement, et puis d'une part et d'autre part le film de ce webinaire. Eh bien, bon courage pour la suite à tous et à toutes dans votre gestion et publication de données.